Bienvenue dans le Bœuf Bourguignon sur JMTV+, mesdames et messieurs, bonjour. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à de la littérature, à de la chanson et surtout à de la réflexion. C'est un jeune homme bourré de talent qui est parti de Marseille pour allier Paris. Il est arrivé il y a 24 heures et il est sur JMTV+ aujourd'hui pour vous parler de son livre qui a pour titre GDH comme Bétir, mais le titre qui retient le plus attention, c'est Dans la peau de l'immigré. Très bien illustré. Bonjour GDH. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va bien. Faut parler fort, ne t'inquiète pas. Hein? Ça va bien. Très bien. Je vais bien, le voyage il a été un peu tendu, mais bon. Tendu pourquoi? Tendu, surtout la durée. Mais c'est 3 heures de temps. Oui, mais après on a fait plus de 3 heures parce que juste avant d'entrer sur Paris, il y a eu un petit souci avec le train et donc même on a signalé ça que ouais, un petit souci de voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Il ose se plaindre. Je connais un pays où on prend un bus, on part de la capitale, on arrive dans la capitale économique, on fait 3h30 de route, mais on passe encore 3 heures de temps dans les embouteillages pour aller au terminus. Et il se plaint pour 30 minutes. Ah, l'homme n'est jamais content. Ah ouais, je valide. Hein? Tu connais ce pays-là toi aussi, hein? J'en connais pire en plus. Alors, GDH comme Bétir. Est-ce que tu peux donner ton vrai nom à ceux qui te regardent en enlevant tes lunettes juste un peu? Il faut qu'on voit tes beaux yeux, ça peut draguer, on ne sait jamais. Bonjour, je m'appelle Amougou, A-M-O-U-G-O-E, Voilà. Guy Roméo. Amougou Guy Roméo, alias GDH comme Bétir. Nous allons en parler dans la 3e partie. Vous allez comprendre pourquoi il se fait appeler GDH comme Bétir. C'est toute une philosophie. C'est un mec qui va bientôt nous faire oublier les Einstein et consorts. Voilà. Alors, Dans la peau de l'immigré est un livre qui a été publié aux éditions Sidney Laurent, ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Ouais. En lisant la 4e page, j'ai ri et ensuite j'ai coulé une larme vers la fin. Je vais la lire pour vous. Je vais lire quelques lignes de la 4e page de ce livre que vous voyez là, Dans la peau de l'immigré. Tout commença au début des années 90, quand le sperme fit irruption dans le canal du cannibale, sous une pluie torrentielle arrachant les toits des maisons et provoquant une coupure d'électricité sur le territoire terrestre. Ainsi vint au monde un garçon dans un pays appelé Cameroun. L'histoire fit de lui une victime, mais le garçon se révolta contre le sort lancé par sa grand-mère qui le désigna comme vagabond. C'est alors qu'il erra dans toutes les villes de son pays d'origine, dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne et maghrébine, dans le seul but d'atteindre son idéal. Pour ce faire, il se vit obligé d'affronter les pires épreuves de la vie, des cannibales, des sectes terroristes, telles que Boko Haram, des nuits blanches accompagnées par de profonds comas dans le désert du Sahara, les passeurs, les violences des militaires, la barrière la plus redoutable du monde, celle qui sépare l'Afrique de l'Europe. Il côtoya la mort de près. Le diable et le Christ portèrent un toast en son honneur, ce qui donna naissance au général docteur HLM, le combattant du Bétir, ayant pour seul emblème Boza. Le GDH lui apporta foi, sagesse et intelligence, courage et résistance dans son parcours. C'est ainsi qu'il arriva finalement à sa destination voulue, la France. Ainsi commence la légende d'un des plus puissants de la planète Terre. Que nous réserve-t-il dans le futur? Cette 4e page, est-ce que tu veux bien la commenter? Car les beaux-arts, les GDH, on n'a pas compris ce que c'est. Du moins, je n'ai pas compris. Je suis certain que les téléspectateurs veulent comprendre. De quoi parle-t-on dans ce livre? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Roméo.
Donc, Amougougi Roméo. Ce jeune garçon, c'est toi. C'est moi. Depuis sa naissance, il a été... Tu vas pas nous la faire à Alain Delon, hein? Parce qu'Alain Delon ne parle pas aux gens. Depuis ta naissance. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait à Alain Delon. C'est vrai, il était beau gosse comme toi, mais il était blanc. Tu étais noir, donc tu ne seras jamais Delon. D'accord. En fait, j'ai toujours été attiré par l'Occident. Et c'est pas totalement de ma faute parce que je suis né dans ce délire-là. L'éducation camerounaise, en fait, tout ce qui va avec, elle est inspirée de la France. Et donc, en gros, je suis né dans ce délire-là et du coup, j'ai grandi avec ça. Et donc, cette idée de rejoindre la France un jour a toujours habité à moi. Un beau jour, je me suis dit, ok, il est temps que j'aille. D'autant plus que tout ce que je fais correspond plus à la France qu'au Cameroun. Je parle comme ça de la littérature française, vu que je parle français, j'écris en français, et de la musique française, donc le rap. C'est donc comme ça que, voilà, j'avais décidé de prendre le chemin de l'aventure, donc la voie du désert, sachant bien que aucune chance d'obtenir un visa en passant par l'ambassade, parce que quand t'as pas de sous, t'as droit à rien forcément au Cameroun. Et c'est donc comme ça que, voilà, j'avais pris le chemin du désert, en passant par le Nigeria, le Niger, l'Algérie et le Maroc. Attends, on va s'attarder là-dessus. Tu es parti du Cameroun. De quelle ville? Je suis parti de... En fait, je suis à Douala, je vais à Yaoundé, et de Yaoundé, je quitte de Soa pour cette gare-là où on prend les bus, à la gare routière de Yaoundé. De Yaoundé, c'est où ça? C'est en ville, là, juste pas loin de l'avenue Kennedy. Le nom m'échappe un tout petit peu. Bon, d'accord. Alors, tu prends le bus là-bas pour... faut souligner déjà que en fait mon aventure à moi elle commence vraiment au Cameroun dans le sens où je suis quitté seul et j'avais que 500 francs CFA. Alors là. Donc en gros je quitte de soi, j'ai mes 500 francs CFA dans la poche, je prends le bus 250 francs CFA pour la gare routière. Il me reste 250 francs CFA. Alors les 250 il est pratiquement un truc comme 10 heures. Et le train qui va à Ngaoundéré, il doit quitter à 19 heures et il coûte 10 000 francs CFA. Je me dis, ok, moi je suis un brave. Je pensais pouvoir retrouver 10 000 francs CFA entre 10h et 18h30, on va dire, vu que le train devait décoller à 19h. Et pour retrouver ces 10 000, je comptais faire du tatouage. Mais ce ne fut pas le cas. Alors, avec les 250 francs CFA qui me restaient, j'avais acheté du banga, 100 francs CFA. Et... Le banga, c'est le cannabis, pour ceux qui vivent ici. Ouais. Et donc, la cigarette. LB Bleu, je me souviens encore de cette marque. On va pas la faire de la pub. Ouais, pour 150 francs CFA. En gros, j'avais plus rien. Et donc, à 19h pile, quand je vois le train démarrer, je me dis non, c'est depuis 10 heures que je suis là, je ne vais pas laisser que ça se produise. Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un faible, je suis un brave qui porte un glaive. Et donc, c'est sur un grand marathon que j'étais rentré dans le train, dans le premier wagon. J'avais pris le train en marche. Et c'est là que mon aventure commence en plein Yaoundé. Et Dieu merci, dans le wagon, en fait le wagon dans lequel j'étais entré, c'était un wagon militaire. Donc un mélange de militaires du BBR, du BTAP, du BSA qui partaient en mission aussi en Ngaoundéré. Et vu que voilà, je connaissais plein de militaires parce que j'ai eu cette chance de grandir dans un camp militaire, ben, on s'est retrouvés. Moi le million, comment tu vois et tout ça, donc pas de contrôleur. Parce que vu que c'était un wagon purement militaire, les contrôleurs n'avaient rien à faire là. C'est donc comme ça que je suis arrivé en Ngaoundéré en toute tranquillité. Et dans tous les pays, dans toutes les villes où je suis passé, ça a toujours été comme ça. On va poursuivre. Tu arrives en Ngaoundéré et ensuite oui, bon, quand j'arrive en Ngaoundéré, il est pratiquement 11h parce qu'on était quitté à 19h et le trajet il est long. Le trajet long, c'est quoi, 600 km environ? Ouais, voire plus. Dans Paris-Marseille, c'est même moins que Paris-Marseille. Oui. Mais au Cameroun, on fait ce trajet-là en presque 20 heures. Ouais, parce que les conditions de et Vincent Bolloré est à la tête de la compagnie de train, hein, la régie Faircam. Voilà, c'est pour situer la chose. Ouais. Alors, Vincent Bolloré qui est bien français. Ouais, bien sûr. Qui voyage bien entre Paris et Marseille en 3 heures de temps. Ok. Et donc, quand j'arrive en Ngaoundéré, là, il me faut des sous pour continuer mon voyage donc, à Garoua, la prochaine ville, ma prochaine destination. D'accord. Entre Ngaoundéré et Garoua, c'est un peu plus vers le nord. Ouais. Il y a quoi, 200 km ou 300? Oui, à peu près. D'accord. Et donc là, il me faut des sous.
on m'a dit 3000 francs CFA ou 3500, un truc comme ça. Et pour ce faire, moi, en fait, dans mon quotidien, ce qui m'a toujours plus ramené de l'oseille, c'est les femmes, les putes, on va dire ça comme ça. Appelons chacha et chien. Joseph. Voilà. Et comment elle te ramenait les sous? Tu étais proxénète? Non. Tu faisais comment? Des tatouages. Ah, tu fais des tatouages aux prostituées? Ouais. En fait, aux gens de la rue, les femmes et les hommes, mais plus de la rue, parce que voilà, ça marche. Tu en as sur ta main là, hein? Fais voir qu'est-ce que tu as là comme tatouage. Et ben justement, ça c'est moi qui l'ai fait. Et ça c'est à l'ancienne, je l'ai fait avec des aiguilles. D'accord. J'ai retouché parce que la version originale, c'est un ami. Et père, son ami, il est mort. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris à tatouer. D'accord. Il s'appelait Yann. D'accord. Et c'est ma date de naissance. Ah d'accord, oui, je vois. On peut la donner la date de naissance? Bien sûr. Né en 1992, donc ça fait 27 ans. 1er mai, 27 ans. 1er mai, 27 ans. Ouais. Ce ne sera pas que la fête du travail. Alors, d'un Gaoundéré pour Garoua, tu as donc fait comment pour trouver les 3000 francs pour le trajet? Tu as tatoué? Oui, j'avais rencontré des femmes que j'avais tatouées. Tu n'as fait que tatouer, rassure-moi. Ouais. T'as rien fait d'autre. T'as rien fait d'autre, hein? Non. En fait, le bandit. Je suis un gars. D'abord le business avant tout. Quoi que tu aies fait, ça te regarde. Alors, tu as pu trouver la somme d'argent pour aller à Garoua? Ouais. Tu es allé à Garoua? Ouais. Je suis arrivé à Garoua. Et à Garoua, il fallait que je continue, donc fallait que j'arrive à la frontière, Ndemsa. On va dire la frontière Cameroun-Nigeria, donc par le nord du Nigeria. Le nord-est du Nigeria. Ouais, c'est ça. Et donc, il me fallait 3500 pour payer le Bensikiner, donc la moto. Le Bensikiner, la moto. C'est par moto que tu traverses au Nigeria? Oui, c'est ça. Pourquoi par moto? Il n'y a pas de voiture? Non, en fait, les frontières et tout ça, c'est plus compliqué parce que là, je vais directement à la frontière. Là, je fonce vers la frontière. Et le moyen le plus adéquat, c'est la moto. C'est la moto. Ouais. Est-ce que les voitures y passent? Des voitures, soit du gouvernement ou bien des militaires. Ah d'accord. Sinon, c'est que des motos. Les citoyens ne passent pas? Non, non, non. Ah, d'accord. Ouais, alors, tu as faufilé par moto et tu es arrivé au Nigeria? Non, là, j'arrive à Ndemsa, la frontière, au Nigeria. Et même le mec qui conduisait la moto, il m'avait dit qu'il fallait que je prépare 1000 francs CFA pour le policier de frontière, quoi. Pour le mange-mille, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, vous l'avez dit, écoute, mon gars, t'inquiète pas pour moi, tu vois, je paye rien. Ah ouais? Pourquoi? T'inquiète pas, on y va. Tu veux tes 3000 ou pas? Bah oui, il va être payé, normal. Nous sommes arrivés. Dès que nous sommes arrivés au poste de police, je me suis présenté militairement parlant parce que, bah voilà, comme j'ai eu cette chance aussi de traîner avec beaucoup de militaires, je savais comment est-ce qu'ils se présentent et tout ça. Quand je suis arrivé, je me suis présenté militairement. Normal, ils m'ont donné le chapeau, quoi. Ils voulaient dire que moi, j'étais en mission. Le bandit. C'est comme ça que j'avais traversé la frontière. Alors, te voilà au Nigeria. La suite, c'est quoi? On va passer les étapes dans le Nigeria, car ça peut être... Ouais. Honnêtement, les grandes lignes de mon aventure, justement, elles commencent au Nigeria, dans la ville de Yola. À Yola, le simple fait d'être tatoué, hein, ça peut vous coûter la mort. À plus forte raison, oui. Bon. Oui, j'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et encore pire si on vous voit tatouer quelqu'un. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Aïe. Et c'est dans cette ville-là, justement, que je suis tombé entre les mains des cannibales. Les cannibales? Ouais. À Yola. Des gens qui mangeaient des humains? Ouais. Et il t'est arrivé quoi? Pour la petite histoire, vu que fallait que je tatoue dans toutes les villes. Oui, et là-bas c'était impossible de tatouer? Oui, si, c'était impossible. Pour deux raisons. Déjà, je suis pas vraiment, je suis pas bon en anglais, on va dire ça comme ça. Et deuxièmement, le seul moyen pour moi d'avoir des sous, c'est tatouer, que le tatouage, c'est interdit. Je suis tombé sur un jeune qui s'appelait Nelson. Oui, je crois bien. Oui, Nelson. Nelson. Et Nelson, je lui dis que je suis un tatoueur et que moi je suis en train d'aller à Paris. Nelson ne dit pas, il me prenait au sérieux, mais quand je lui dis que je vais à Paris, il m'a dit, non, tu rigoles mon frère. On est au Nigeria là. Comment tu me dis que tu vas à Paris? Et tu passes au Nigeria. Et quand je l'explique, il comprend mieux.
Et il me dit, comment tu comptes faire? Tu dis que tu n'as pas de sous. Je lui dis, mais bien sûr, je vais en trouver parce que je suis un tatoueur. Il me dit, écoute mon gars, c'est même si ça ne peut rien qu'on cause, c'est bon, continue, trace. Il dit, mais je suis sérieux. J'ai réussi à convaincre le petit garçon parce que justement, c'était vraiment, il était jeune. Et donc, c'est lui qui me ramène chez ses amis. Baril et un autre gars là, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais les gars, pour accepter, c'était pas facile. Et c'est eux qui m'expliquent tout ça. Et c'est tellement réel que c'est interdit. Et si jamais on les voit, et tout ça. Voilà. Donc, pour ce faire, on était parti dans une forêt très loin. Parce que c'est pas vraiment parce qu'ils voulaient le faire, mais c'est surtout parce que je les avais convaincus de le faire et que j'avais besoin des sous. Et eux, ils se sont dit que ce serait trop facile de me donner leurs sous sans que je ne fasse rien. Autant mieux les tatous. Donc on est parti en forêt, je les ai tatoués, scorpion plus lion. Et vers la fin, parce que j'avais fini le tatou de Baril et donc son frérot, juste vers la fin, il y a un groupe de 5 personnes, 5 vieux, on va dire une quarantaine d'années, qui nous avaient, voilà, vus de loin. Et ils avaient remarqué que moi, je n'étais pas de la région, parce que quand ils étaient arrivés, ils ont commencé à parler, et moi, j'avais du mal à m'exprimer en anglais, tout ça. Ils ont chassé les deux petits, plus Nelson d'ailleurs. C'était que les petits, ils ne pouvaient rien faire eux trois face à ces 5 personnes-là. Et donc, ils m'ont mis un sac, le sac genre traditionnel, là, sur la tête. Ils m'ont porté, ils m'ont ramené, on dit, encore plus loin dans la forêt. Et au bout d'une vingtaine de minutes de marche comme ça, je me retrouve dans une vieille cabane avec les mains et les pieds attachés. Donc j'étais sur une vieille chaise et mes pieds étaient attachés comme ça, mes mains comme ça, pareillement, genre derrière la chaise. Et à travers les petits trous qui se laissaient entrevoir, a dit que la vieille cabane laissait entrevoir, je voyais la lumière de l'extérieur et un groupe de personnes qui limaient les couteaux et les machettes. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, ce que j'ai toujours entendu, on dirait que c'est ça que je vis actuellement. La viande, c'était toi en fait. Bah c'était moi. Ouais. D'accord. Wow. Je vais de la viande, je vais manger un bout, il va venir. Vas-y, mange un bout parce que. Wow. Et donc, à tu vas nous expliquer comment tu sors de ce guépi parce que. Comment as-tu fait pour sortir de là? C'est les mêmes petits, parce qu'ils savaient aussi très bien ce qui allait se passer. D'autant plus que c'est leur territoire. Copains, là. Oui, sauf que là, ils n'étaient pas revenus tout seuls. Ils étaient rentrés au quartier, ils ont ramené toute une troupe, donc tous les amis du quartier, une vingtaine de jeunes comme eux. C'est eux qui étaient venus. Et quand ils arrivent, en fait, quand j'avais entendu des gros pas qui venaient par derrière la cabane, je m'étais dit, oh, ça y est, le arrivé là, c'est le renfort là, c'est les invités pour la bouffe. Donc je comptais, mais sauf que j'étais surpris. Il y a un groupuscule de jeunes qui, voilà, ils s'étaient divisés en deux, quoi. Il y a une partie qui avait foncé directement sur mes ravisseurs, quoi, pour essayer de les empêcher, voilà, de venir vers la cabane. Et puis l'autre groupe avait détruit la cabane pour me libérer. Ils m'avaient détaché, tout ça. Ils m'ont dit, cours, t'arrêtes même pas. Et je peux vous promettre que à l'instant là, même Usain Bolt, le mec là, il n'aurait pas pu me rattraper. Donc même les petits jeunes qui étaient venus me délivrer là, ben j'étais loin. C'est même eux qui criaient, attends-nous, attends. Je dis non, ils vous attendent pas les mecs. Je t'assure. Et là, une fois sorti de cette situation, tu restais combien de temps encore dans ce coin-là? Non. C'était le même jour que Nelson s'était porté garant pour me sortir de là. Donc on avait pris un bus en direction de Kano parce qu'il fallait que j'entre au Niger. D'accord. Et au Nigeria, c'est pas la seule histoire. Quand on arrive à Kano, ben là directement on tombe voilà, sur la secte terroriste Boko Haram. C'était dans la même ville, ouais, à Kano. Kano, c'est le nord du Nigeria, ça? Non, Kano, c'est plus vers le sud. Sud, parce que Yola, c'est dans le nord, et Kano, c'est vers le sud. Pour entrer dans le... En fait, je ne peux pas préciser si c'est le sud ou l'est. Mais en tout cas, Kano, c'est dans le nord du Nigeria. C'est toujours au nord? C'est toujours au nord, parce que sur la frontière nigériane avec le Bénin, c'est là. Ouais. Et Kano, c'est ici. Et pour entrer au Niger, c'est aussi pas Kano? Oui, c'est pas Kano, oui, puisque le Niger est au-dessus du Bénin. D'accord. Voilà, c'est aussi vrai que les pays du Nigeria, ils sont grands et puis les distances sont longues. Donc oui. J'imagine que ça peut être... Il est vraiment costaud. Donc, qu'est-ce qui se passe à Kano? À Kano, quand j'arrive, voilà, je suis logé par un passeur qui s'appelait Daniel, je crois, dans un hôtel appelé Banefo. Je crois qu'il existe toujours parce que lui, Dieu merci, il n'avait pas été touché. L'hôtel Banefo à Kano. Et l'hôtel était séparé par
En fait, l'hôtel séparait 2 églises, donc une devant et l'autre derrière. Le samedi, avec un cabaret en bas, j'étais au cabaret, donc avec des amis, ça buvait. Des amis en deux temps, 3 mouvements? Non, quand je dis des amis, je parle de Daniel, le pasteur qui me l'a logé là, et de Nelson, le petit qui m'avait accompagné. Il t'avait accompagné jusque-là? Ouais. Et donc je suis avec eux, et bien sûr aussi avec les femmes qui travaillaient là pour faire le tune, parce que moi j'étais tatoueur, donc il fallait que je trouve des sous pour avancer, on était toujours ensemble. Voilà. Donc il y a donc la secte terroriste Boko Haram qui avait explosé l'église de derrière. Et là, tout ce monde qui était là, il commençait à courir pour sortir de l'hôtel du cabaret. Et pendant qu'ils sont en train de courir vers Adé, ils pensaient qu'ils fuyaient la mort, mais en fait, ils fuyaient pas la mort. Ils fonçaient encore droit vers la mort, parce que juste après ça, ils avaient explosé l'église de devant. Et nous, on était là au milieu. Et là, j'ai dit aux gars, écoutez les gars, autant mieux mourir en beauté. Je buvais une bière qu'on appelait Légende. J'ai gardé ce nom-là parce que justement, c'était arrivé au bon moment. Donc j'ai vu la mort en buvant la légende. J'ai dit, je suis une légende, mon gars. T'as vu? Il tourne le tour en dérision. La mort, il la tourne en dérision. Non, mais sérieux. Donc, on savait que la prochaine cible, donc, c'est l'hôtel. Mais Dieu merci, ils n'ont pas touché l'hôtel. Le lendemain, on ramassait les cadavres avec les pelles parce que, franchement, on ne pouvait rien trouver, donc c'était que des pelles. Et en quelques heures, la ville de Kano s'était vidée. Tout le monde fuyait la ville de Kano, Patal, Lagos, Abuja, partout, c'était vidé. Et on a dit que dans cette folie-là, moi aussi je suis parti, voilà, j'ai dit ok c'est bon. J'ai roulé ma bourse au Nigeria en quelques jours. Franchement bravo, près de moi donc je suis rentré au Niger. Avec l'aide de Daniel, parce que Nelson était rentré à Yola. Ouais. Et au Niger, tu y restes combien de temps? Au Niger, ouais, je fais beaucoup de temps. En tout cas, je dirais quand je dis beaucoup de temps, des mois, peut-être, on va dire 3 mois ou 4 mois, un truc comme ça. Mais 3 mois, je crois, 3 mois. Et après l'étape du Niger, tu vas... Après le Niger, je suis rentré d'abord en Algérie. Mais il faut souligner qu'au Niger, il y a eu aussi un gros truc là-bas. Au Niger, j'ai passé 7 nuits dans le coma. Comment ça? Dans le désert du Sahara. Ce qui veut dire, déjà, quand je quitte le Nigeria, je passe par Zender. Ensuite, Agadir. Oui, Agadir. Agadir, c'est le Maroc, ça? Non, Agadez, oui. Agadir, voilà. Agadir, c'est... Ouais, Agadir, c'est... Non, Agadir, c'est plutôt... Agadir, c'est le Maroc. Oui, et il y a aussi... Agadez, plutôt, Agadez. Agadez, c'est possible. Agadez. Ça fait tellement à dire que... Il y a tellement de pays que je confonds sur les noms. Agadez, c'est au Niger. Et donc à Agadez, vous savez, dans tous les pays où vous arrivez, il y a des postes de police, des frontières et tout ça. Et ils ont un fonctionnement. Ce qui les intéresse, c'est pas comme en France. En France, quand un policier t'arrête, il te demande tes papiers. Ben là-bas, quand un policier t'arrête, il demande des sous. C'est pas pareil. Et quand t'as pas de sous, ben voilà, ils appellent un passeur. Donc un passeur, le passeur, il paye ta tête et il s'en va avec toi. Ce qui veut dire qu'à l'instant, tu es sous sa juridiction, il te torture jusqu'à ce que tu te décides d'appeler ta famille au pays pour, tu vois, qu'elle t'envoie des sous. Et tu as vécu cela au Niger? Bah oui, en fait, moi non, mais beaucoup, et des fois oui, mais ça n'a jamais été dans le sens commun du terme. Pourquoi toi, tu ne l'as pas vécu alors que les autres le vivent autour de toi? Oui, je vous explique. Parce que moi, comme je vous disais, j'ai eu cette chance, tu vois, d'être éduqué par les militaires, donc ce charisme-là et tout ça, c'est-à-dire que c'est resté ancré dans moi, j'ai développé ça à ma façon. Et donc, à chaque fois que je me trouvais face à ce genre de situation, justement, je me rappelais que je suis pas un mec ordinaire, en fait, je me suis toujours dit ça. C'est comme une sorte de protection. Je vois ces mecs-là juste comme des gens comme moi et comme des gens qui, pour rien au monde, je ne peux pas le laisser, tu vois, me dicter des lois. Et à l'instant, ça se lit dans mon visage et ils prennent peur. Donc c'est comme ça que quand les flics les avaient appelés pour qu'ils le payent ma tête, en fait, j'étais pas seul, il y avait beaucoup de gens. Ils avaient acheté tout le monde, sauf moi. Et les keufs avaient demandé pourquoi lui, il s'appelait Abega en plus, le passeur là, je me souviens bien. Abega? Ouais. Ça fait Camerounais, ça? Oui, Abega, c'était un Camerounais. Et il a aussi une histoire, bien sûr, que je raconte dans un Camerounais qui était le passeur? Oui. Abega, pour la petite histoire, au Cameroun, on l'appelait Kozo. Et Kozo, il quitte le Cameroun il y a 9 ans en arrière, donc avant moi. Suite à un gros braquage. 4 personnes, ils avaient pris des millions en tout cas. Et après le braquage,
il a même dupé ses amis avec qui ils avaient fait le braquage, donc il est sorti du pays et puis voilà. En fait, c'est un truand. Ouais, c'est un truand. Qui poursuit. Et donc, en gros, il comptait aussi entrer en Europe, supposons, ouais, j'imagine, avec ses sous et tout ça. Sauf que quand il arrive au Niger, il rencontre d'autres amis à lui qui, eux, par contre, ils sortaient d'Algérie pour envoyer des sous au pays. Et sachant qu'étant en Algérie, au Maroc, on ne peut pas envoyer des sous. Les sous ne sortent pas là-bas. Donc, il faut aller au Niger, jusqu'au Niger pour envoyer des sous au Cameroun. Donc ils étaient venus pour ça et ils ont rencontré donc Kozo. Ils disent à Kozo, écoute frère, tu vois, tu peux pas avancer parce que tu sais que tu as fait un trou au Cameroun, non seulement tu es recherché par les autorités là-bas, en même temps même tes potos avec qui tu as fait ce coup-là, ils ont des gars là-bas en Algérie qui t'attendent. Donc on te le dit juste parce que tu vois, c'est la famille. Et là, il avait décidé de s'installer à Gadez, il a changé d'identité et c'est comme ça qu'il avait développé son job. Il est devenu passeur. Et son ordonnance, donc, c'était à Béga. Waouh! Vous êtes sur JM TV+. Dans la peau de l'immigré, la Bible de l'immigré, chers téléspectateurs, publiée aux éditions Sidney Laurent à Paris. Et nous recevons son auteur, GDH Combétir. Maintenant, tu restes quelque temps au Niger et tu pars pour quel autre pays? Ah, en fait... Parce que tu vois, on ne peut pas prendre une journée pour l'émission. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on avance, sinon on passe 3 heures de temps et ça sert à rien. Ouais, c'est le téléspectateur trépine, là, il veut savoir. Après au Niger, tu vas où? Après au Niger, je vais en Algérie. En Algérie? Ouais. Non, mais déjà, au Niger, le grand événement dont je voulais parler, justement, c'est les nuits blanches au désert, là. Les nuits blanches. Ouais. Ça, c'est Arlit, ça. Genre, quand on quitte de Arlit pour entrer justement en Algérie, donc en passant par le désert pour entrer à Tamaracet, ça prend beaucoup de temps et il faut quitter la nuit parce que justement, avec les polices de frontières, les militaires et tout ça, il ne faut pas qu'ils nous voient. Donc, on quitte toujours à 4 heures, on va dire, la nuit. Et après plusieurs heures de voyage, et c'est avec les grosses voitures 4x4 là, du désert, là, tout terrain. En plein milieu du désert, autour de 15h, 16h, comme ça, la voiture, voilà, elle tombe en panne. Et le conducteur, il nous dit, nous sommes 23 déjà au départ. Le conducteur nous dit, il y a des coins dans le désert où justement, tu vois, ils cavent souvent, ils gardent souvent du matériel de réparation au cas où une voiture tombe en panne comme la sienne. Et donc, il faut qu'il aille chercher, tu vois, du matos. On a dit, ok, pas de souci. Nous, on était restés là. 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, rien. Mais qui revient pas. On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est reparti au Niger, lui. Et là, il y a une panique qui commence à s'imposer. Et les gens on commence à se disperser, quoi. Et parmi ces personnes, il y avait 2 femmes. Et ces femmes-là, justement, aussi, je les avais rencontrées à Agadez. Pendant que j'étais en train de trouver des solutions, genre des réponses, pourquoi est-ce que Abega avait refusé de payer ma tête. Après, je laisse tout dans le livre, j'avais trouvé mes réponses. Et donc, elles étaient là. Et il y a l'une d'elles qui était morte. En gros, ce que je veux dire, c'est que... Une d'elles qui était? Oui, morte. En dans gros, le désert. sur 23 personnes, il y en avait 19 qui étaient mortes. Et il n'y en avait que 4 suivants. Parmi lesquels moi. Donc, parce que... dans le désert. Et leur corps avait été retrouvé par les militaires de frontière, on va dire ça comme ça, de Tamaracet, de l'Algérie. Oh mon Dieu. Ouais. En fait, je peux pas définir si on les avait tous retrouvés, mais je sais que ceux qu'on avait ramenés à l'hôpital à Tamaracet, c'est que 4 qui étaient dans le coma, donc j'étais le premier à sortir du coma. Et c'est donc eux qui m'informent qu'en fait, j'avais passé 7 jours là-bas, dans le désert, tu vois, dans le coma, et c'est eux qui m'ont ramené à Tamaracet, donc en Algérie. Et là-bas, en Algérie, dans l'hôpital, j'avais fait encore 1 mois dans le coma. Donc en gros, j'ai fait 1 mois et 10 jours, un truc comme ça, dans le coma. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le coma? Eh bien, justement, c'est la soif, la famine. Il n'y avait rien en plein désert, le soleil et tout ça. Parce que j'imagine que... Déjà, moi, je crois que j'étais tombé dans les pommes le 3e jour. Ouais, je crois bien le 3e jour. Ouais, le 3e jour. Parce qu'il y a eu des situations que j'explique bien précisément dans mon livre. Quand les gens commencent à se disperser, moi, j'étais resté avec les filles parce qu'elles avaient confiance en moi. Et justement, tu vois, on s'est dit, ok, on reste ensemble. J'avais dit aux filles, on ne peut pas courir avec... Je dis toujours ça, on ne court pas avec la mort. Tu vois, surtout en plein désert, tu sais pas où tu vas, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien, tu vois. Ça se trouve, autant mieux, là, il y a une voiture. Donc nous, peut-être comme le désert, il est vaste. Une voiture peut passer, elle ne nous voit pas. Mais si elle dit que de loin, elle peut voir une autre voiture. Donc en gros, peut-être par rapport à cette voiture, ils peuvent nous repérer. Autant mieux, on reste à côté de la voiture. Sauf que, ben voilà,
La nuit suivante, la première fille, elle était morte. Et du coup, sa collègue, elle aussi, elle a commencé à perdre espoir parce que, bah, justement, tu vois, celle qui lui file la force, elle est morte et elle est restée seule. Elle venait de quel pays, ces filles? Les deux filles étaient camerounaises. Oh mon Dieu. Et les deux filles avaient pour... le but, c'était juste d'atteindre l'Algérie, justement. Elles partaient à Oran parce que, justement, elles avaient des copains là-bas. C'est ces copains qui les avaient fait quitter du Cameroun pour les rejoindre au Maroc. Et eux, c'était des Féman, des Grecman, donc des gens qui font des affaires. Dans la peau de l'immigré, chers téléspectateurs, un livre que vous pouvez commander, je suppose, sur Amazon, on peut le commander. Il est disponible partout en librairie, Fnac, Amazon, Cultura, Carrefour Livre, bref, il est partout. Il est sur toutes les plateformes. Je vous le recommande fortement car on ne peut pas tout dire sur un plateau dans une émission, mais je suis sûr, en écoutant le peu qui a été narré, que ce livre est très riche, donc je vous le recommande dans la peau de l'immigré. Alors, tu es arrivé en Algérie. En Algérie... C'est mission la France maintenant ou quoi? Oui, honnêtement. En Algérie, j'entre à Tamaracet. Tamaracet, je passe par Gardaïa. Ouais, c'est Gardaïa justement que je cherche. Je n'ai jamais été en Algérie. Agadir, c'est au Maroc. Agadir, c'est au Maroc, ouais. C'est sûr. Gardaïa, c'est juste après Tamaracet, c'est en Algérie. Ouais. Et de Gardaïa, j'entre à Oran, Tamaracet, Magnia. Et dans toutes les villes, bien sûr, il y a eu des gros trucs. Mais là, je préfère juste vraiment, citer les grandes lignes. Ouais. Et à Magnia, c'est... Je dirais que c'est l'une des zones les plus dangereuses de toute l'histoire de l'immigration. Parce que Magnia s'est fait une réputation que l'on connaît dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Donc avant même que tu ne sortes de ton pays. Quelle réputation? De par sa violence. C'est les Noirs dans le noir qui font du trafic de Noirs. Quand tu arrives, déjà, de partout, dans toutes les villes où tu vas arriver, c'est vrai, il y a des droits à payer. Sauf que là-bas, c'est plus accéléré, c'est vraiment abusé. Les droits de guidage, les droits de ghetto, les droits de passage, il y a plein de droits. La différence entre les autres villes et Magnia, c'est que à Magnia, quand tu arrives et que tu n'as pas ces droits, tu n'es pas loin de la mort. Ah bon? Ouais. On te tue? Bah oui. Déjà, à Magnia, quand tu arrives, il y a en fait, le fonctionnement, il est militaire. Il y a des officiers, des cibleurs, des témoins, des présidents. En fait, c'est tout un gouvernement, quoi. Et les officiers, ils vont attendre les passagers à la gare routière. Donc, une fois que vous quittez d'Oran pour Magnia, dès que le train s'arrête, vous sortez de la gare, ils sont déjà là, ils vous attendent. C'est eux qui vous récupèrent. Ils vous ramènent dans vos ghettos respectifs. Les Camerounais. C'est une organisation mafieuse. Bah oui. Et les Camerounais dans les ghettos camerounais, les Ivoiriens dans les ghettos ivoiriens, et ainsi de suite. Les Maliens dans le ghetto malien. Et dès que vous arrivez dans les ghettos, on vous déclare déjà d'abord, vous payez d'abord tous les droits, parce que vous savez déjà, avant d'arriver, vous le savez, donc vous payez tous les droits. Ceux qui payent d'un côté, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de sous, d'un côté, il n'y a pas de souci. Et après, tout le monde déclare ce qu'il a, ce qui lui reste, tu vois, dans la poche, en fait, ce qu'il a. Et après, on vous passe au scanner. Le scanner, c'est la fouille totale. Oh. Ce qui veut dire quoi? Si avant le scanner, tu as déclaré par exemple que, je prends un exemple, que tu avais 1000 € et qu'on te fouille, on se rend compte que tu as plus ou moins, déjà c'est mort, on récupère tout, tu n'as plus droit à rien parce que peut-être que c'était une erreur de ta page, tu ne savais pas ou alors tu as menti. Donc tes sous, c'est plus tes sous, c'est mort. Tu as déclaré exactement tout ce que tu as. Et ça, quand tu as déclaré exact, on fait quoi? Ceux qui ont déclaré exact, eux, ils ont déjà payé le droit, il n'y a pas de souci. On les laisse à leur on les laisse avec l'argent. Mais c'est pas tout. Ça sera récupéré avant le départ. Parce qu'ils ne vont pas partir le même jour. Ils ne vont pas le même jour. Il faut attendre voir une semaine ou 2 semaines, voire même plus, ça dépend. Parce qu'il y a toute une autre organisation pour rentrer à Oufda, au Maroc. Et c'est très différent, tu vois, des autres pays. D'Algérie, il faut aller plutôt au Maroc? Oui, une fois que nous sommes à Magnia. Magnia, on va dire la frontière Algérie-Maroc. Quand on est à Magnia, donc en Algérie, pour rentrer au Maroc, c'est par Oufda, l'ancienne capitale du Maroc. Et ça se fait aussi par la voie du désert. La monnaie algérienne n'est pas utilisée au Maroc. Non. Donc obligé de tout laisser là. Ouais. En Algérie, c'est le dinar. Et au Maroc, c'est le dirham. Ouais. D'accord. Dinar, dirham. D'accord. Et donc pendant tout votre séjour dans le ghetto, c'est militaire, hein. Il y a des officiers, tout ça, comme je vous ai dit. Mais vous, les passagers, des nuits, en journée, il faut chercher du bois, porter des roues, faire des courses, en fait des grosses commissions, quoi, des trucs militaires, quoi. Voilà.
Ben, pour tout le monde, pour les officiers, le président et même pour vous-même. Parce que justement... Donc Bouteflika est au palais là-bas à Alger, il y a notre gouvernement qui ne peut pas oui. là-bas. Et tout ça se fait en forêt, donc à côté, tu vois, de la ville, mais en forêt. Et la nuit, eh ben, justement, il faut brûler du bois, il faut radiquer le feu, il faut mettre du feu. Et on prend des postes de garde comme dans l'armée exactement, tu vois. Parce que vu qu'il y a aussi des flics qui viennent souvent pour, voilà, faire du sale et tout ça, il faut prendre des postes de garde, 2 par poste, 3 par poste et tout ça, ainsi de suite, et d'autres, tu vois. En fait, la nuit, on ne dort pas. La nuit, c'est la garde. Il y en a qui prennent des vrais postes de garde et il y en a qui sont là pour brûler le feu, pour voilà, chercher du bois et tout ça. Et les officiers, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, bien sûr, ils fument, tu vois, du shit et tout ça. Ils donnent des ordres, quoi. Et c'est les passagers, tu arrives, tu payes tes sous et en même temps, tu bosses encore pendant tout le séjour. D'accord. Et ensuite, tu es passé au Maroc. Ouais. De là, après ça, je suis rentré au Maroc à Oujda. À Oujda... ben voilà, une fois qu'on rentre à Oujda, on y va automatiquement directement à la fac. La faculté, c'est une ancienne faculté qui est ancienne, c'était vraiment la fac, mais au jour d'aujourd'hui, on continue d'appeler comme ça, parce que ben justement, c'est le nom initial. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus des migrants qui séjournent là-bas. On a créé nos petits, genre, des petites tentes, tu vois, dans lesquelles, tu vois, on dort et tout ça, mais c'est aussi notre gouvernement. Il y a un président, il y a... En fait, c'est le même système. Aussi. Et les deux travaillent ensemble. Parce qu'une fois que vous arrivez à Magnia, avant de monter, c'est le président de Oujda qui vient à Magnia vous récupérer et c'est lui qui rentre avec vous au Maroc. D'accord. Et maintenant que vous avez laissé tout votre argent en Algérie, vous entrez au Maroc avec quoi? Non, mais forcément, dit que quand le président de Oujda il vient, vous payez sur place avant de monter. C'est ceux qui ont des sous qui montent avec. Et lui, le président, lui, il peut prendre le dinar par contre. Parce que ben, justement, c'est une chaîne. Ils bossent tous ensemble. Et tous pour envoyer des sous, ils ont un seul endroit. Ils vont au Niger. Donc voilà, ils ont... C'est un gros réseau qui sait voilà, comment changer la monnaie. Qui s'est développé dans ce coin-là sur la tête des migrants. Bah oui. Des migrants africains. Oui, et tous c'est des migrants, sauf qu'il y en a qui... C'est des plus anciens qui... Au départ, ils avaient ce rêve aussi européen, mais ils sont désistés. Ils ont dit, OK, on va faire notre bif sur place. Et sur la tête d'autres migrants. Comme quoi l'homme est un loup pour l'homme. Bah oui, c'est ça. Et il y en a qui, pour avoir des sous, ils font d'autres choses. Là, d'autres choses, c'est quoi? Ben voilà, c'est des arnaqueurs, on va dire ça comme ça. On a parlé de vente d'organes humains. Est-ce que c'est vrai dans ce coin-là? Oui, c'est vrai. Mais par contre, je ne vous dirai pas plus que ça par rapport à la vente d'organes humains. Par contre, dans mon livre, il y a des trucs que je pourrais vous dire. Donc, chers téléspectateurs, dans la peau de l'immigrant. Et il y en a aussi qui font du trafic de faux billets. En fait, il y a plein de trucs, tu vois, plein de trucs. Bien. Mais ce que vous savez, c'est que par rapport à toutes ces affaires-là, moi j'ai vu des amis que l'on a découpé comme ça, genre comme la viande de bœuf, tu vois, par rapport à une fausse affaire qui a mal tourné, et on lui jette à la poubelle, et puis on voit, tu vois, cet Algérien, tu vois, qui vient voir, tu vois, un groupe de Noirs dire j'ai tué votre frère, il est à la poubelle, allez le voir, peut-être que vous allez lui reconnaître. Et c'est fréquent là-bas. C'est des gens qui... En fait, pour ces personnes qui font ce business-là, ils appellent l'Algérie la terre promise. Pour moi, je dirais un peu, je m'excuserai hein, les amis arabes, tous mes amis arabes, mais c'est vrai, c'est un peu con, ils sont cons. Parce que tu peux pas débarquer devant quelqu'un, tu lui dis que tu fabriques des sous et il te croit, genre t'es un banquier, t'as une banque, tu vois. Et le mec, déjà moi je suis millionnaire, tu vois, en dinars. Et là, j'ai 10 millions dans mon compte. Et toi, tu me dis que tu peux multiplier mes sous. Donc, je vais quitter du jour au lendemain de 10 millions à 100 millions pour peu que je te pose mes 10 millions sur la table et toi, tu vas les laver. Et si je te crois, c'est que je suis con. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.